C'est une différence énorme et ça tranche avec la droite et certains partis de gauche comme le PS qui veulent mettre dos à dos la LFI et le RN. Et du coup, quand le paysage politique bascule, transitionne vers la droite, se droitise, Dominique de Villepin, lui, reste globalement sur ses convictions et donc mécaniquement, il se retrouve plus à gauche sur l'échiquier politique. Ce qui montre une chose, c'est que le lien que Dominique de Villepin entretient avec toute la gauche reste fragile. Il ne faut pas oublier l'autre côté de Villepin. Parce que de Villepin, il a aussi de belles casseroles. Moi, c'est Noah. Ici, on décrypte la politique autrement, avec une seule obsession, comprendre ce qui se joue vraiment pour 2027. Franchement, il y a un truc assez étonnant qui se passe en ce moment. Il y a quelques semaines, Dominique de Villepin était sur BFM, il parlait de Gaza et d'Iran, et il critiquait la position occidentale en expliquant que les pays européens étaient beaucoup trop alignés sur les États-Unis et sur Israël, et qu'il manquait de fermeté face aux violations du droit international. Il parle de droit international en rappelant que même dans une guerre, il existe des règles, protection des civils, proportionnalité des réponses, et que ces règles doivent s'appliquer à tous les États, y compris les États-Unis et Israël. Et les extraits tournent partout. Nous n'avons pas traduit, et c'est une faiblesse des pays occidentaux, nous n'avons pas traduit en justice M. George W. Bush et M. Tony Blair. Nous aurions dû. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'avertissement aurait été reçu. Et je veux faire ici une proposition, puisqu'on condamne le multilatéralisme qui, aujourd'hui, n'a pas la chance de pouvoir s'exprimer. C'est quoi votre proposition? Ma proposition, c'est que désormais, nous devrions prévoir, à travers une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, puisque le Conseil de sécurité est bloqué, un principe de réparation. Tout pays qui s'engage dans une intervention illégitime, illégale, doit payer le prix de la reconstruction de ce qu'il a cassé. C'est une invitation à expliquer à M. Trump et à M. Netanyahou que ce qu'ils font au Liban, ce qu'ils font au Moyen-Orient, doit avoir des conséquences sonnantes et trébuchantes. Sur YouTube, certaines séquences de ces interventions dépassent plusieurs centaines de milliers de vues, parfois même le million cumulé sur différentes plateformes, si on parle de YouTube, Twitter, TikTok, etc. Ce qui est énorme pour une prise de parole politique longue. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste ce qu'il dit, c'est qui le partage. Parce que depuis plusieurs mois, en gros, depuis le début du conflit à Gaza, tu as la gauche qui relaie ses interventions, qui l'applaudit, qui le cite. Et même parfois, tu vois des gens de gauche dire, franchement, lui, il pourrait incarner quelque chose. On parle quand même d'un ancien Premier ministre de droite, issu de la droite gaulliste, historiquement rattaché au RPR, puis à l'UMP, l'ancêtre des Républicains. Et c'est là finalement que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en réalité, il y a peut-être un paradoxe. De Villepin, ce n'est probablement pas un homme de gauche, mais il pourrait devenir le candidat d'une partie de la gauche. Une gauche modérée, une gauche qui cherche une figure charismatique et crédible, notamment à l'international, et une gauche qui veut surtout être capable de battre le RN au second tour. Du coup, il y a deux vraies questions qui doivent se poser. De Villepin peut-il incarner cette gauche? Et est-ce qu'il le fait par conviction ou par pure stratégie? Une chose est sûre, De Villepin se prépare pour compter en 2027. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. De Villepin, ce n'est pas n'importe qui, c'est vraiment un produit pur de la Ve République, de la droite républicaine. Diplomate pendant environ 20 ans, à partir des années 1980, notamment au Quai d'Orsay, avant de rejoindre les cabinets ministériels, puis l'Élysée dans les années 90. Très proche de Jacques Chirac, il sera son ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004, puis son Premier ministre de 2005 à 2007. Et surtout, De Villepin sera connu pour un discours devenu très célèbre, le discours à l'ONU, le 14 février 2003, contre la guerre en Irak, dans un contexte où les États-Unis, sous George W. Bush, s'apprêtent à envahir l'Irak en accusant Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive. Ce que la France conteste fermement à l'époque et ce qui est reconnu quelques années plus tard. Ce jour, De Villepin incarne quelque chose de très fort, l'indépendance de la France, le refus de suivre les États-Unis et une vision assez gaullienne de la diplomatie. Et ça, franchement, il ne l'a jamais vraiment abandonné et c'est en parfaite cohérence avec sa vision. Mais il faut surtout pas oublier l'autre côté de Villepin,
parce que De Villepin, il a aussi de belles casseroles et notamment le CPE, le contrat à première embauche. C'était une réforme du marché du travail assez libérale qu'il voulait mettre en place en 2006 et qui visait à permettre aux employeurs de licencier plus facilement les jeunes de moins de 26 ans pendant leurs 2 premières années de contrat et ça déclenche un énorme mouvement social. Des manifestations massives, notamment étudiantes et je m'en souviens, j'étais lycéen à l'époque, j'avais également manifesté partout en France. D'ailleurs, face à la contestation, Jacques Chirac, alors président de la République, avait décidé finalement de ne pas appliquer la mesure et ça a constitué un recul majeur pour De Villepin. Il n'y a aucun doute, De Villepin est un homme de droite. Et puis ensuite, il disparaît. Il va connaître sa traversée du désert, notamment parce que après 2007, il est en très forte rivalité avec Sarkozy parce qu'ils incarnent tous les 2 lignes opposées, de la droite et que c'est Sarkozy qui l'emporte parce qu'il prend, le contrôle de l'IMP et donc du coup, de tout l'appareil politique de droite. Il y a aussi, l'affaire Clearstream. C'est une affaire politico-judiciaire où Villepin est accusé d'avoir participé à une manipulation contre Nicolas Sarkozy. Il sera finalement relaxé en 2010. Du coup, De Villepin sort du jeu politique et pendant presque 15 ans, il est là, mais sans être là. Il va être, avocat, il va être conférencier, notamment auprès de grandes entreprises, d'institutions internationales ou lors de forums économiques ou géopolitiques. Et puis, il s'essaie à l'écriture. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment des essais politiques et des livres de poésie, et il a publié une dizaine d'ouvrages au total. Et puis, petit à petit, il revient. D'abord sur la guerre en Ukraine, à partir de 2022, et surtout avec Gaza à partir de 2023. Et là, il se passe un truc. Ces interventions deviennent virales. Pourquoi? Parce que tu as l'impression d'entendre quelqu'un qui parle différemment. De Villepin, c'est pas de clash, pas de la petite phrase. Mais De Villepin, il propose une vision. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu rare. Alors, pourquoi la gauche écoute De Villepin? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est sa position sur l'international. Il parle de droit international, d'équilibre des puissances. Par exemple, sur Gaza, il appelle clairement, dès le début, à un cessez-le-feu, à la reconnaissance d'un État palestinien. Et il critique le fait que les Occidentaux ne fassent pas suffisamment pression sur Israël. Et ça, sur le fond, De Villepin rejoint une analyse assez proche de celle portée par la France insoumise sur la situation humanitaire et la responsabilité d'Israël, mais avec un ton beaucoup plus institutionnel, diplomatique, moins le bruit et la fureur. Ce qui va lui permettre de toucher un public plus large, plus diversifié que celui de la LFI. Et ça, forcément, ça résonne à gauche. Deuxième élément, l'adversaire de Villepin, c'est le RN, ce n'est pas la LFI. De Villepin ne tire pas un trait d'égalité entre les deux partis. Et ça, c'est une différence énorme. Et ça tranche avec la droite et certains partis de gauche comme le PS qui veulent mettre dos à dos la LFI et le RN. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont tort? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que la droite et le PS ont tort de vouloir mettre dos à dos la LFI et le RN? On fera sans doute une vidéo là-dessus. De Villepin, lui, il est très direct. Face au RN, il se positionne comme une alternative crédible. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a une vision internationale, parce qu'il veut rassembler et non cliver. Et ça, forcément, face à quelqu'un comme Jordan Bardella, le contraste est assez évident. Et puis, il y a un troisième élément. Le paysage politique a bougé, beaucoup. Mais De Villepin, lui, pas tant que ça. Et du coup, quand le paysage politique bascule, transitionne vers la droite, se droitise, Dominique de Villepin, lui, reste globalement sur ses convictions et donc mécaniquement, il se retrouve plus à gauche sur l'échiquier politique. Et enfin, il a son style. De Villepin parle comme un ancien chef d'État, avec des phrases longues, une vision globale. Et dans le paysage actuel, ça marque. Il y en a très peu qui sont capables de faire ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire selon vous, quels sont les personnages politiques actuels qui sont capables de proposer une vision globale. Mais là où, pour venir à De Villepin, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est
quand on sort de l'international, qu'est-ce que ça donne? Et je suis allé voir son site, et j'ai lu, c'est du coup ses chroniques de la France humaniste. La France humaniste, c'est son parti, son mouvement politique qu'il a créé et on voit et c'est intéressant qu'il insiste beaucoup sur des thèmes comme la souveraineté économique, sur la réindustrialisation, sur le rôle stratégique de l'État, mais aussi sur l'autorité de l'État et la nécessité d'un ordre républicain fort. Et finalement, Dominique de Villepin, avec son mouvement La France humaniste, parle peu de redistribution massive, peu de fiscalité ou de lutte contre les inégalités au sens classique de la gauche, et il insiste davantage sur la puissance de l'État, la compétitivité et l'indépendance nationale. Comme je disais, son mouvement La France humaniste a été écrit en 2024, et finalement, c'est là que ça devient intéressant parce que sur papier, il essaie de dépasser le, le, le traditionnel gauche-droite en parlant souveraineté, justice sociale, État fort, mais c'est finalement un peu difficile à classer. Et là, vous me voyez venir. Il n'est pas vraiment à gauche. Il essaye un peu de masquer son côté un peu de droite pour attirer justement la gauche. C'est vraiment une tentative de recomposer quelque chose. Un espèce de Macron, mais moins Startup Nation. Et si tu compares Dominique de Villepin avec les figures actuelles, c'est assez clair la manière dont il veut se positionner. On va avoir un Mélenchon qui est très fort pour mobiliser, mais également très clivant. On va avoir un Glucksmann qui est plus modéré, mais sans doute un peu moins cané, moins charismatique. On va avoir des Hollande ou des Olivier Faure qui effectivement ont de l'expérience, mais qui ont une difficulté à s'imposer. De Villepin, lui, il arrive avec de la stature, de l'expérience, et il tente d'imposer une image présidentielle, du moins présidentiable. Et surtout, il la rassure. Et ça, aujourd'hui, ça compte énormément. Mais du coup, la vraie question, c'est est-ce que c'est sincère? Ou est-ce qu'il est en train de jouer un énorme coup politique? Première possibilité, Dominique de Villepin est dans la stratégie pure. Il voit un espace vide et donc du coup, il s'engouffre. Un espace finalement entre Macron et Mélenchon, un espace un peu orphelin. Il se positionne, même si ce n'est pas totalement en cohérence avec ses convictions initiales. Et d'ailleurs, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Regardez François Mitterrand. Au début de sa carrière, il n'est pas vraiment identifié à gauche. Il va évoluer, se repositionner et au final, il va finir par devenir le leader de la gauche. Même chose, mais dans une moindre mesure, si on pense à Emmanuel Macron. Il vient d'un gouvernement de gauche, mais son positionnement réel est plutôt centriste, voire très libéral. Donc on voit bien que les trajectoires politiques ne sont pas figées. Les étiquettes peuvent bouger et être utilisées. Et Dominique de Villepin, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la cohérence. Parce que Dominique de Villepin, il dit la même chose depuis 20 ans. Souveraineté, indépendance, multilatéralisme. Et dans ce cas-là, ce n'est pas lui qui change. C'est le système. Mais attention, Dominique de Villepin a de très fortes limites. Déjà, les sondages, ils tournent autour de 5% et ils stagnent. Ensuite, on ne voit pas d'appareil politique autour de Dominique de Villepin. Il n'a pas de réseau d'élus. Alors, il y a une rumeur qui disait que potentiellement Ségolène Royal pourrait le rejoindre, ce qui du coup donnerait du poids et de la légitimité sur le fait que c'est devenu un homme de gauche, mais ça n'a rien donné. A priori, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez eu des informations là-dessus. Mais moi, j'ai pas vu une suite à donner à ça. Et puis, il y a son image. Dominique de Villepin fait très intellectuel. Il fait parfois un peu distant. Et puis, il y a aussi certaines critiques sur ses relations internationales passées, notamment avec des pays comme l'Arabie Saoudite. Alors, il s'en est toujours défendu, mais tout ça, ça peut freiner. Et puis, il y a un dernier point. C'est le lien récent entretenu entre Dominique de Villepin et la LFI depuis la mort de Quentin de Ranc. Il a vivement critiqué la position de la LFI, notamment de Mélenchon, et ça n'a pas du tout plu à la LFI et à ses partisans. Ça a réagi très très fort, il a été très vivement attaqué. Ce qui montre une chose, c'est que le lien que Dominique de Villepin entretient avec toute la gauche reste fragile.
Donc au final, Dominique de Villepin n'est pas un homme de gauche. Ça, c'est assez clair. Mais il peut séduire une partie de la gauche modérée. Quelqu'un de crédible, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut rassembler. Pas forcément une figure idéologique, mais plutôt une figure de stabilité. Et potentiellement, quelqu'un capable de rassembler au second tour. Du coup, la vraie question, ce n'est pas est-ce que Dominique de Villepin est de gauche? Il ne l'est pas. Mais plutôt, est-ce qu'il peut être capable de rassembler au-delà des clivages? Et vous en pensez quoi? Est-ce que Dominique de Villepin peut vraiment incarner une alternative crédible en 2027? Ou est-ce que son passé politique rend tout cela impossible? Dites-moi tout. À bientôt!